Merci. Donc, je vais vous parler ce matin de Bergson et de Bachelard. Et j'ai intitulé donc, ma communication physique et métaphysique de la gamme chez Bergson et Bachelard. Donc un titre peut-être un peu ambitieux. Et je vais commencer par rappeler que, enfin un fait bien connu, hein, c'est le statut de la mélodie dans la philosophie de Bergson. Un statut privilégié, comme l'a rappelé Gaston Bachelard lui-même dans la dialectique de la durée en 1936. Bachelard a expliqué que Bergson usait d'une métaphore, hein, c'est le terme qu'emploie Bachelard dans un chapitre, pour caractériser la durée, et ce de manière récurrente depuis l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889 jusqu'à son dernier livre, La pensée et le mouvant en 1934, qui est un recueil de conférences et textes inédits qui s'échelonnent sur plusieurs décennies. Et d'ailleurs, depuis longtemps, le lien entre bergsonisme et musique a été évoqué dès les années 20 par le philosophe Gabriel Marcel dans la revue de musicologie, qui a publié un article Bergsonisme et musique en 1925, et encore en 1959 par Vladimir Jankélévitch, qui dans son Henri Bergson avait, dès les premières pages, évoqué le prélude de Péléas et Mélisande et la Faust symphonie de Liszt, pour illustrer par des exemples précis le dynamisme propre à la durée et le caractère particulier de cette multiplicité des états psychologiques qui se fondent les uns dans les autres, donc texte que l'on trouve dès 1889 dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Ce faisant, Jankélévitch allait beaucoup plus loin que Bergson, qui pour sa part n'a jamais donné d'exemple et s'est borné à évoquer une phrase musicale pour le moins assez abstraite. Autrement dit, de livre en livre, le rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'expérience mélodique, avec des guillemets, et l'intuition de la durée a été mise à profit par Bergson, et de nombreux commentateurs, comme je l'ai dit, n'ont pas manqué de souligner à leur tour, jusqu'à aujourd'hui, l'intime parenté entre durée et mélodie, entre perception du changement et écoute d'une mélodie. Mais je voudrais attirer l'attention aujourd'hui sur non seulement la question des rapports entre mélodie et durée, mais Antoine Muller en parlera également tout à l'heure. Je vais être obligé moi aussi de l'aborder d'une certaine manière. Mais je voudrais également m'intéresser à une des parties constitutives que vous avez vu apparaître dans les différentes définitions, en particulier celle de Reicha tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la gamme. D'où le titre Physique et métaphysique de la gamme. Alors, la gamme est un objet musical qui relève de la physique, de l'acoustique, mais l'échelle des sons a donné lieu à de nombreuses interprétations philosophiques liées à la question du temps, de l'un et du multiple depuis Platon. Et c'est cette question qui se profile encore à l'arrière-plan de la réflexion de Bergson et de Bachelard sur le statut de la musique dans la philosophie. Alors on sait que pour Bergson, science et métaphysique doivent être réconciliées, c'est ce qu'il annonce à partir de 1904 dans son introduction à la métaphysique. Mais déjà avant 1904, donc on trouve une première confrontation de la physique et de la métaphysique sur le terrain en particulier de la musique et des arts dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Et c'est dans cet essai de 1889, je le répète, que l'on voit non pas une mise en relation, mais une mise en parallèle de la gamme qui est abordée dans le premier chapitre et de la mélodie, passage beaucoup plus célèbre, figurant dans le second chapitre consacré à la mise en évidence de la durée. Et ce second chapitre, on le sait, est le cœur de l'ouvrage du jeune philosophe. Mais je voudrais commencer par évoquer Bachelard. Donc je vais prendre les choses dans l'ordre inverse par rapport à la chronologie. Et je vais partir de la dialectique de la durée. Alors, dans une lettre à Maurice Emmanuel, datée de 1932, Bachelard parle d'un effort métaphysique, hein, c'est son expression, au moment où il lit l'histoire de la langue musicale donc, du musicologue, hein, Emmanuel, et il explique à son destinataire, à son correspondant, qu'il tente d'associer sur de nouvelles bases, des bases scientifiques, des bases musicologiques, la question du temps et la musique. Et sa méditation donc, repose plus largement sur la contestation de l'union entre philosophie et science, voulue par Bergson, au nom de la physique. Et là, nous avons un point essentiel de la critique que Bachelard a portée contre Bergson de manière constante et que l'on retrouve encore après-guerre, par exemple, dans l'activité rationaliste de la physique contemporaine, hein, paru en 1951, où Bachelard s'en prend aux termes que Bergson emploie, empruntés à la physique, mais qui deviennent tellement flous que le philosophe et l'épistémologue est gêné par l'usage qu'en a fait Bergson. Bien.
Donc l'effort, comme je viens de le dire, l'effort de Bachelard dans la dialectique de la durée et plus précisément dans le chapitre intitulé « Les métaphores de la durée » consiste à analyser sur la base de la musicologie le bien fondé de cette métaphore, alors il faut employer des guillemets, de cette métaphore de la mélodie utilisée par Bergson. Et parmi toutes les critiques que Bachelard a adressées à Bergson, eh bien, je vais me concentrer plus particulièrement sur celle qui concerne la gamme, puisque Bachelard consacre 2 pages sur un chapitre qui fait un peu moins de 20 pages, donc il consacre 2 pages à la question de la gamme. Et il me semble que cette analyse de la gamme proposée par Bachelard en 1936 pourrait éclairer rétrospectivement l'analyse que Bergson a proposée lui-même dans le premier chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889. Et je vais également tenter de montrer qu'il s'agit finalement d'un problème qui est hérité à l'origine de Platon. Bien, alors je vais commencer par évoquer ce chapitre de la dialectique de la durée, pour ensuite en arriver à Bergson. Alors on sait que dès l'intuition de l'instant, qui est parue en 1932, Bachelard donc, a attaqué la notion de durée bergsonienne, et que 4 ans après l'intuition de l'instant, donc en 1936, Bachelard revient sur ses critiques, cette fois avec des arguments puisés chez Emmanuel et d'autres musicologues ou d'autres psychologues de la musique qui sont destinés à contester Bergson. Alors, plus généralement, dans la dialectique de la durée, on trouve une critique de la thèse de la continuité temporelle et de la durée bergsonienne, au nom en particulier de la théorie de la relativité, puisque Bachelard attaque Bergson et sa thèse d'un temps universel et unique, englobant tous les phénomènes tels qu'elle a été avancée en particulier dans durée et simultanéité dans les années 20. Donc selon Bachelard, Bergson a ignoré, ou du moins méconnu, les découvertes les plus fondamentales de la physique contemporaine, théorie de la relativité, physique quantique, selon lesquelles on a pu mettre en évidence que le temps n'est pas un, mais qu'il est multiple. Pour Bachelard, de nouveau, la discontinuité d'instants séparés par du vide, organisés en systèmes rythmiques, dans lesquels la répétition est essentielle pour la construction temporelle, s'oppose donc à la thèse bergsonienne de la continuité indivisible, pleine, donc cette durée imprévisible et créatrice. Donc dans la dialectique de la durée, Bachelard veut mettre en lumière cette discontinuité fondamentale du temps, cette relativité du temps, dans la physique, dans la psychologie, et enfin dans l'art, et en particulier dans la musique et dans la poésie. Et c'est parce qu'il a constaté le rôle central que joue la métaphore, et là encore j'emploie le terme de Bachelard, de la mélodie, depuis l'essai de Bergson, qu'il s'attaque en priorité à cette métaphore, pour en montrer l'inanité. Alors, le chapitre sur les métaphores de la durée présente un intertexte très important, très fourni. Bachelard accumule les références, accumule les citations, les allusions, là où Bergson se contente finalement d'employer une image sans référence précise, comme je l'ai dit, ni à des analyses d'ordre physique, ni à des exposés historiques, et sans mentionner non plus de mélodie particulière. Donc Bachelard, au contraire, convoque dès l'avant-propos, donc très clairement, les études de musicologues contemporains afin de démonter la thèse de Bergson. Je vous lis donc l'avant-propos un extrait de l'avant-propos qui propose déjà une vision de la thèse qui sera développée dans le chapitre « Les métaphores de la durée ». Les phénomènes de la durée sont construits avec des rythmes, loin que les rythmes soient nécessairement fondés sur une base temporelle bien uniforme et régulière. Nous avons pu, sur ce point, aboutir à quelques pages condensées en nous servant surtout des enseignements contenus dans les livres de messieurs Maurice Emmanuel, Lionel Landry, Pius Servien, donc un esthéticien du rythme dans le domaine poétique. Nous avons choisi ces livres pour soutenir une thèse métaphysique, précisément parce qu'ils n'ont aucune visée métaphysique. Il nous a semblé qu'ils pourraient plus naturellement nous aider à dégager le caractère essentiellement métaphorique de la continuité des phénomènes temporels. Pour durer, il faut donc se confier à des rythmes, c'est-à-dire à des systèmes d'instants. Et là, nous avons donc le cœur du renversement opéré par Bachelard, promouvoir le rythme contre la mélodie. En effet, pour Bachelard, la durée est bien une construction et non pas une donnée immédiate de la conscience livrée par l'intuition. Alors, venons-en maintenant à ce chapitre, dans lequel Bachelard va développer ses arguments. Eh bien, ces arguments, pour la partie musicale, s'articulent très clairement en 2 parties.
une première partie consacrée à une critique de l'analogie entre la perception de la mélodie et l'expérience de la durée. Et Bachelard s'appuie plus précisément sur les travaux de psychologie musicale. Et une deuxième partie qui forme un exposé où Bachelard fait appel à la théorie de la musique pour démontrer la relativité de la durée musicale et l'atomisation de la ligne mélodique. Alors en ce qui concerne le premier point, donc je vais le rappeler brièvement, je voudrais dire tout d'abord que la critique de Bachelard, bon, cela a déjà été noté à plusieurs reprises par des commentateurs, que cette critique n'est pas complètement justifiée, dans la mesure où, pour Bachelard, Bergson a ignoré le rôle de la conscience en mettant en avant une expérience temporelle pure, dans laquelle la conscience, totalement passive, serait bercée par la mélodie et entraînée dans une douce rêverie. Alors, les choses sont plus complexes pour Bergson, on verra un peu plus tard. Donc je continue par contre sur les arguments de Bachelard, puisque selon lui, la conscience, dans la perception de la durée et de la mélodie, donc Bachelard met les deux faits sur le même plan, donc telle que la concevrait Bergson, donc cette conscience est passive, livrée au présent dans un mouvement de bercement, un mouvement hypnotique, alors qu'au contraire, la perception d'une mélodie, et plus généralement d'une œuvre musicale, implique toujours, je cite Bachelard, une dialectique obscure qui appelle des sentiments à propos d'impressions, des souvenirs à propos de sensations. Donc la continuité supposée de la mélodie est en réalité une reconstruction sentimentale, c'est encore une expression de Bachelard. La perception musicale est un mélange de souvenirs, d'attentes et de présence à soi. Donc c'est une expérience évidemment temporelle, mais qui est loin d'être immédiate. Au contraire, elle se caractérise par une activité qui unit le passé à l'avenir, grâce à laquelle la mélodie acquiert sa continuité. En soi, une mélodie n'est qu'une trame discontinue de notes et d'intervalles. C'est bien la conscience de l'auditeur qui lui confère sa continuité grâce à la mémoire. Mais cette continuité, et là à l'arrière-plan on voit encore de nouveau apparaître les thèmes bergsoniens, pour Bachelard, cette continuité est liée à la répétition, à la réitération d'un air qui permet la reconnaissance de la mélodie. Et ce sont les configurations rythmiques qui jouent le plus grand rôle dans cette reconnaissance. Tandis que l'émotion de l'auditeur, qui assure elle aussi la continuité mélodique, est soutenue par des éléments non musicaux, le drame, les paroles. Par conséquent, au lieu d'être pure, imprévisible et librement créatrice, la mélodie fournit une métaphore complexe qui ne peut être employée pour caractériser l'expérience du temps. Donc après avoir abordé la question de la psychologie musicale, Bachelard en vient à la théorie musicale pour contester de nouveau la thèse d'un flux temporel uniforme et régulier. Alors il aborde deux points principaux. Le premier point, c'est la relativité des durées et le rapport entre intensité et durée. Le second point, c'est la constitution des intervalles de la gamme et la question de la hauteur. Alors ici apparaissent encore à l'arrière-plan les problèmes examinés par Bergson dans l'essai, à la fois dans le premier chapitre et dans le second chapitre. Alors Bachelard critique la philosophie bergsonienne en s'appuyant tout d'abord sur les 4 paramètres du son, intensité, durée, hauteur, timbre. Pour ce qui est du rythme, il s'appuie en priorité sur les analyses de Maurice Emmanuel, c'est-à-dire les analyses d'un historien de la musique. Et là où Bergson ignore délibérément les enseignements de l'histoire, Bachelard rappelle, pour sa part, que la musique occidentale a été à l'origine en Grèce et au début du Moyen-Âge soumise à un régime rythmique différent de celui des modernes. Pas de métronome, c'est-à-dire pas de mesure du temps musical par un décompte arithmétique, mais au contraire des allures mobiles, changeantes, en dehors de tout cadre temporel absolu. Et avec cette notion d'agogique, Bachelard en vient à considérer par conséquent que, je le cite, l'allure rythmique apparaîtra dans une continuité plus métaphorique que réelle, et que le temps de la musique sera, dans son évolution même, touché d'une relativité essentielle. Et c'est de cette façon qu'il fait le lien avec la théorie de la relativité en physique, qu'il a étudiée dans les chapitres précédents. Alors ensuite, lorsqu'il étudie le rapport entre force et longueur, Bachelard met à jour ce qu'il appelle, bon je passe un peu plus rapidement, mais il met à jour une dialectique du long et du bref, et cette dialectique s'ajoute à une autre dialectique sur laquelle je vais m'attarder un peu plus longuement, c'est la dialectique de l'aigu et du grave. Et c'est à propos de cette dialectique de l'aigu et du grave que Bachelard en vient à étudier la constitution de la gamme. Alors cette dialectique de l'aigu et du grave est sensible dans la création des intervalles et des degrés d'une échelle qui prend, sous la plume de Bachelard, la forme de la gamme majeure moderne. Et cette fois, Bachelard se réfère non plus à Maurice Emmanuel, mais
à Lionel Doriac, un philosophe aujourd'hui bien oublié, mais qui a été non seulement le correspondant régulier de Bergson, mais aussi un des promoteurs de la psychologie de la musique dans les années 1890. Il a même été chargé de cours à la Sorbonne et il était chargé d'enseigner donc cette psychologie de la musique qui était une des branches de la science de la musique, et il a acclimaté en France les travaux notamment de Karl Stumpf, dont il a fait mention dans plusieurs de ses articles. Bien. Donc Bachelard va s'appuyer sur les travaux de Doria, qui datent donc de la fin du XIXe siècle, afin de montrer comment la mélodie est atomisée, je reprends son expression, c'est-à-dire comment elle est constituée de particules, d'atomes séparés par du vide, et ce, dans les manifestations les plus spontanées, les plus primitives en quelque sorte. Donc la constitution de la gamme peut être mise en relation avec les découvertes de la physique contemporaine. L'atomisation de la continuité mélodique, telle qu'elle est révélée par l'examen de la formation des degrés de la gamme, répond finalement à la pulvérisation temporelle et à la pluralité des instants qui se superposent selon des rythmes différents. Donc, je voudrais m'attarder un petit peu sur l'analyse de Doriac. Qu'en est-il de la constitution de la gamme selon Lionel Doriac? Eh bien, dans l'essai sur l'esprit musical, qui est publié au début du XXe siècle, mais qui est constitué d'un recueil d'articles qui date donc de la fin du XIXe siècle, Doriac a exposé la manière dont, selon lui, naissent les intervalles entre les sons et la façon dont ils s'organisent en échelle. L'intervalle implique d'emblée le problème de l'espace, un problème qui est au cœur, on le sait, de la philosophie bergsonienne. L'intervalle est associé aux images spatiales de haut et de bas. Et Doriac lui-même a relevé le paradoxe lié au son, une chose inattendue à laquelle le sens commun applique des termes spatiaux. Alors, il n'est pas indifférent de noter qu'à la même époque, dès 1889, Bergson affronte le même problème. Mais le propos de Doriac est plus technique. Il s'agit d'expliquer comment naît la gamme majeure et de l'expliquer par la psychologie de la musique et non plus par la métaphysique ni par la physique acoustique. Ce n'est pas que Doriac ignore, bien entendu, la métaphysique, puisqu'à l'arrière-plan de la dialectique du grave et de l'aigu apparaît une référence indirecte à Platon et en plus précisément à Philèbe, puisque Doriac se sert d'une expression platonicienne qu'on trouve également dans la métaphysique d'Aristote, c'est-à-dire la dyade de l'aigu et du grave. Et donc il renvoie son lecteur à une thèse fort connue du Philèbe concernant la dyade indéfinie. Donc là, je vais encore remonter dans le temps et brièvement rappeler ce qu'est cette dyade dans Philèbe. Donc, dans Philèbe, la musique est convoquée à plusieurs reprises. Tout d'abord, à propos de la méthode dialectique, de la question de l'un et du multiple, et enfin, à propos de la hiérarchie des arts, dans laquelle Socrate oppose l'art du constructeur, représenté en particulier par l'architecture, et l'art de la musique, art de l'imprécision, c'est le terme qui est employé dans Philèbe. Bien. À propos de la question de l'un et du multiple, eh bien, c'est un exemple musical, ou plus précisément un cas musical qui est abordé par Socrate. Par la méthode dialectique, on peut, à la différence des sophistes, préciser le rapport de l'un et du multiple, et surtout, par la méthode de la dichotomie, diviser introduire la notion de nombre plus précisément grâce à une division et à la mise en évidence d'états intermédiaires entre l'un et l'infini. Et c'est la mise en évidence, j'essaie de faire simple, c'est la mise en évidence de ces états intermédiaires que Platon va appeler des êtres mixtes, qui permet de proposer une échelle plus précise entre l'un et le multiple. Autrement dit, il y a 4 espèces de lettres, dont les 3 premières sont constituées par l'un, l'infini et des êtres mixtes qui procèdent à la fois de l'un et de l'infini, de la limite et de l'illimité. Bien. Donc il y a une dialectique, pour reprendre le terme de Bachelard, de l'aigu et du grave, qui s'appuie sur une dyade plus générale du plus et du moins. En effet, pour Platon, le plus aigu et le plus grave, le plus haut et le plus bas, le plus lent et le plus rapide relèvent de l'infini, de l'illimité. Et c'est l'introduction du fini, de la limite, deuxième espèce de lettre, qui va permettre de créer des échelles musicales.
Et il va prendre l'exemple donc, du son vocal, qui est à la fois infini lorsqu'il est prononcé par des milliers de locuteurs, mais qui également, lorsqu'il est prononcé par une bouche, est 1. Donc dans cette dyade et dialectique de l'infini et du fini, eh bien, l'introduction du nombre va permettre de créer des échelles musicales. Et c'est un deuxième exemple plus directement musical que convoque Platon, c'est l'exemple de ce qui a été traduit dans la Pléiade par accord, mais qui est traduit d'un point de vue de technique musicale grecque par harmonie, harmonia, c'est-à-dire des échelles musicales diverses qui permettent de comprendre l'introduction du nombre, l'introduction de la mesure par donc, la catégorie du fini. Donc, si je résume, la qualité plus haut, plus bas, plus aigu ou plus grave est infinie et elle ne trouve sa mesure que par l'intervention de la quantité, du nombre, qui lui impose des proportions fondées sur des rapports mesurés. Et Platon précise les rapports d'égalité et les rapports doubles. Alors, rappelons, il y a toute la théorie de la musique grecque, évidemment, qui se profile, et bien sûr que je ne vais pas résumer. En tout cas, il faut savoir que lorsque Doriaque emploie ce terme de dyade de l'aigu du grave, c'est à ce passage que j'ai tenté de résumer brièvement du Philèbe qu'il fait allusion, et qui lui permet d'expliquer la constitution de la gamme diatonique. Alors on voit dès maintenant l'intérêt que Bachelard a pu porter à l'explication platonicienne reprise par Doriaque, puisque l'auteur de la dialectique de la durée lui-même ne cesse de mettre en avant le nombre, la forme, la consolidation, contre le mouvant et l'illimité et la qualité bergsonienne. Bien. Alors, maintenant je reviens plus précisément à Doriaque. Donc, Doriaque tente de résoudre une question traditionnelle, c'est-à-dire à quel moment naît la musique. Eh bien pour lui, et c'est presque un topos de la philosophie depuis Lucrèce, la musique naît avec le cri de l'homme. Il estime, donc Doriaque estime d'autre part que la plainte humaine, le cri, est un son continu à l'origine, un son sans intervalle qui est semblable à une ligne. Une ligne qui n'est pas comparable à la gamme des couleurs, qui propose un spectre continu. La gamme des couleurs est une expression de Doriaque. Par rapport à la gamme des couleurs continue, eh bien Doriaque met en avant la discontinuité de la gamme harmonique qui, pour sa part, est fondée sur le nombre et dans laquelle, je cite Doriaque, on enjambe, pour ainsi parler, de lutte au degré supérieur Ré ou même de lutte naturelle à lutte dièse. Et je continue la citation de Doriaque. La gamme des sons est l'œuvre de la sensibilité de l'homme qui l'imagina pour sa propre jouissance par la substitution de l'échelle au plan incliné. Et c'est par où la musique confine à la mathématique et le son musical au nombre, quantité discrète. Et c'est à ce moment donc, que Doriaque convoque la dyade infinie de l'aigu du grave, en expliquant que la gamme résulte d'une division du plan incliné, une masse de son qui est théoriquement illimitée, mais qui trouve une mesure grâce à l'introduction d'intervalles fondés sur le nombre et des proportions. Deuxième point de la démonstration de Doriaque, quelle est la cause qui engendre la gamme? Est-ce que c'est une cause d'ordre mécanique? Est-ce que c'est une cause naturelle que l'on pourrait analyser d'un point de vue physique? Et là, il songe évidemment à la théorie ramiste qui va découvrir l'origine de la gamme dans le principe de l'harmonie. Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une cause psychologique? Autrement dit, est-ce que la gamme peut être produite par des instruments différents ou est-ce que c'est la voix qui est première? Eh bien, pour Doriaque, la gamme n'est pas le produit exclusif d'un principe harmonique. Au contraire, c'est la voix qui constitue la base des intervalles musicaux. En effet, pour Doriaque, la dyade infinie du grave et de l'aigu est présente dans l'organe vocal. La parole et le cri sont illimités, ils sont l'œuvre de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont spontanés. Et la réflexion intervient dans un second temps, donc on retrouve le couple vraiment habituel du XIXe siècle entre spontanéité et réflexion. Donc la réflexion intervient dans un second temps grâce à la volonté et à la mémoire. Il suffit d'observer pour Doriaque la naissance de la gamme chez un enfant au berceau. Du simple jeu avec sa voix, où les sons glissent de manière très confuse, l'enfant passe par un acte de la volonté et par l'observation à la division en intervalles bien proportionnés de ce matériau vocal très confus à l'origine. Donc c'est par un acte de la volonté et par la mémorisation de ces intervalles distincts que l'enfant découpe dans une matière continue des parties proportionnelles qui correspondent finalement au degré de la gamme selon un processus qui est commun à toute l'humanité depuis l'origine. Donc la gamme est bien le produit d'un acte de la volonté dès l'enfance
et elle manifeste le rôle de la conscience réfléchie qui impose son contrôle à l'instinct par un travail de mémorisation et d'attention. C'est grâce à la formation spontanée et réfléchie de la gamme que naît ensuite la musique, un art qui suppose de distinguer nettement les tons et les demi-tons dans la dyade indéfinie. Et je conclus avec la thèse principale de Doriac: il n'est point de musique sans gamme, il n'est point de gamme sans intervalle. Bien. Alors j'avais prévu de vous parler de Helmholtz, qui évidemment est également à l'arrière-plan, et je vais passer simplement en revenant à Bachelard, puisque Bachelard accorde une extrême importance à cette analyse proposée par Doriac dans la dialectique de la durée. Il reprend, en la citant assez abondamment, donc, les quelques pages, il reprend en citant abondamment les quelques pages de Doriac, et à son tour, Bachelard explique que pour émettre les notes d'une échelle musicale, l'enfant commence par des glissements sans distinction, puis finit par produire des notes les unes après les autres, par les juxtaposer. Alors pour Bachelard, seule est naturelle cette deuxième phase, la juxtaposition, puisqu'elle est peu apprise et qu'elle intervient très rapidement. Alors on peut discuter la valeur de l'argument de Bachelard et de Doriac à l'arrière-plan, puisque cet argument repose sur un présupposé, à savoir que les glissements sonores ne sont pas de la musique, en tout cas pas de la bonne musique ou une musique réelle. Donc dans ce cas, la continuité, qui correspond au glissement, est synonyme de confusion, de désordre, alors que seule la discontinuité est organisée. En tout cas, Bachelard voit dans cette acquisition progressive de la gamme une confirmation de ce qu'il appelle l'atomisation des hauteurs et des timbres, puisque chaque note est finalement produite naturellement, sans lien avec les autres. Alors le philosophe, qui était un musicien averti et un mélomane, un musicien de son temps, ne pouvait guère ignorer les recherches des compositeurs sur le timbre depuis Schoenberg et Debussy, et donc il prend en compte, à la différence de Bergson, l'atomisation des timbres. Donc si je conclus sur ce chapitre consacré aux métaphores de la durée, eh bien, on voit qu'il est bâti, et là je n'ai pas le temps de détailler, mais sur une intersexualité, évidemment stratégique, puisqu'elle doit isoler Bergson pour contester son analogie entre durée et mélodie. Mais plus précisément, Bachelard s'appuie donc sur les constituants de la mélodie, la gamme, le rythme et la voix, trois données qui contredisent le bien fondé de la métaphore de la mélodie appliquée à la durée. Et Bachelard donc lui substitue à la fois les constructions rythmiques et la construction de la gamme. Et cette allusion à la gamme, qui peut paraître assez surprenante, donc 2 pages dans un chapitre qui en compte une quinzaine et sur une dizaine de pages consacrées à la musique, apparaît sans doute comme une réponse à l'essai sur les données immédiates de la conscience, qui était cité au début du chapitre. Et peut-être que la présence de Platon à l'arrière-plan n'est pas non plus fortuite, puisqu'on sait que dans l'évolution créatrice, Bergson a critiqué de manière fondamentale la philosophie platonicienne, et en particulier la métaphysique du temps, image mobile de l'éternité, selon la célèbre définition du Timée, que Platon a proposée. En tout cas, le recours indirect par allusion à cette dyade de l'aigu du grave que l'on trouve chez Platon, eh bien, ce recours peut être également une attaque, ou disons une critique indirecte par un retour à la philosophie platonicienne de la part de Bachelard. Alors il convient maintenant de terminer en revenant, ou de continuer du moins, en revenant au texte de Bergson à l'origine. Mais avant d'aborder le texte de l'essai sur les données immédiates de la conscience, je voudrais rappeler une confidence que Bergson a faite en 1934 dans une lettre à la comtesse Murat à propos de Beethoven et de Wagner. Et ce qui va nous permettre d'entrer plus précisément dans le problème de l'intervalle et le problème de la gamme et de son rapport avec la mélodie. Donc Bergson a écrit, alors c'est une lettre qu'on avait évoquée ensemble avec Antoine lorsqu'on avait eu une discussion, une lettre véritablement importante dans laquelle Bergson parle de son expérience de la musique, ce qui est finalement assez rare dans ses écrits. Je le cite. « Au fond, il est impossible de donner des rangs à 2 génies, c'est-à-dire Wagner et Beethoven, donc à 2 génies qui sont trop grands l'un et l'autre pour que nous puissions les mesurer. D'ailleurs, quand j'essaie d'analyser la gêne que j'éprouve parfois en écoutant du Wagner, je m'aperçois qu'elle tient surtout à ce que je préfère la musique sans parole. C'est chez moi une espèce d'infirmité. Le mot me fait l'effet d'un gêneur qui vient s'interposer entre la musique et moi. Mais c'est là une disposition qui m'est toute personnelle et dont je n'ai pas le droit de tenir compte
pour juger de la valeur d'une musique ou d'un musicien. Alors, ici, nous avons une confidence dans laquelle Bergson nous explique que ses réticences à l'égard de l'opéra, et plus précisément du drame lyrique wagnérien, proviennent d'abord de la place trop importante qui occupe la parole, qui occupe le mot, qui brouille l'émotion pure procurée par la seule musique. En réalité, l'opéra constitue un de ces mixtes que le philosophe s'est toujours employé à analyser et à débrouiller en quelque sorte. Donc s'il préfère la musique pure, c'est qu'elle ne fait pas intervenir le langage dont on sait qu'il introduit l'espace dans la sensation et dans l'expérience de la durée. Et on connaît la critique du langage proposée par Bergson depuis l'essai sur les données immédiates de la conscience, puisque le langage, pour lui, est un instrument nécessaire à la vie pratique, qui appartient au moi social, au moi superficiel, tourné vers l'action, alors que le moi profond échappe précisément à l'emprise des mots. L'expérience de la durée ne peut être exprimée par des mots, par des concepts. Les mailles du filet, en quelque sorte, sont trop larges, elles sont trop grossières pour saisir dans sa subtilité le changement substantiel. Mais si le mot est un gêneur, c'est qu'il perturbe la perception de la mélodie en faisant intervenir non seulement l'intelligence, mais également le corps. Donc le mot, comme je l'ai dit, est lié au concept, à l'intelligence, à la discontinuité. Il s'adresse d'abord à notre entendement, alors que la musique pure, et on pourrait dire encore plus précisément la mélodie, nous fait éprouver la durée réelle. Et c'est plus précisément le privilège de l'ouïe sur la vue et le toucher de nous faire intuitionner la durée, comme Bergson l'a souligné dans un passage de sa conférence, donc La perception du changement, conférence de 1911 qui a été reprise dans La pensée et le mouvement. Alors je fais un bref détour par cette conférence qui va nous ramener directement à l'essai comme les commentateurs l'ont noté dans la dernière version de l'édition Bergson au PUF. Alors dans cette conférence, La perception du changement, Bergson rappelle que la vue est le sens par excellence qui découpe la réalité en segments, en petits morceaux. Et on connaît son modèle célèbre, la juxtaposition de clichés photographiques par lesquels le cinématographe recompose le mouvement et dans laquelle Bergson découvre également une analogie avec notre entendement, notre cerveau qui procède de la même manière dans l'évolution créatrice. Donc, par la vue, nous sommes habitués à distinguer des figures dans l'espace, des formes qui nous paraissent stables, immobiles, et que nous projetons ensuite sur notre vie intérieure et sur le temps réel. Donc, la vue est un sens utile, dirigé vers la vie pratique, vers l'action, et donc l'espace lui est nécessaire. En revanche, la juxtaposition, la spatialisation sont inadéquates lorsqu'il s'agit de percevoir la durée et le changement indivisible. Et plutôt que la vue, il faut faire appel à l'ouïe, parce que l'ouïe nous abstrait de la spatialisation. Et la musique elle-même échappe à l'espace. Lionel Doriac, d'ailleurs, l'avait déjà remarqué, et il citait lui-même Berlioz qui s'était étonné de ces concepts spatiaux appliqués à une chose inattendue. Et je pourrais encore remonter ce que Schopenhauer, philosophe dont on a souligné également la parenté de certaines thèses avec celle de Bergson, et on sait que Bergson l'a lu dans sa jeunesse. Bon, je n'ai pas le temps, donc je passe, mais il y a vraiment des points communs entre le paragraphe 52 du Monde comme volonté de représentation, et donc dans la partie consacrée à la musique, et certaines thèses bergsoniennes qu'il faudrait développer beaucoup plus précisément. Donc, parmi les trois sens que convoque régulièrement Bergson, donc la vue, l'ouïe et également le toucher, donc c'est l'ouïe qui est le plus apte à nous faire percevoir la durée réelle, cette durée qui échappe au temps spatialisé, qui n'a rien à voir avec lui, qui n'a rien à voir avec le temps mathématique des horloges. Et dans la perception du changement, Bergson nous explique comment il faut procéder. Il faut s'abstraire des objets perceptibles par la vue et par le toucher, fermer les yeux, se laisser bercer par une mélodie. Et les termes que Bergson emploie en 1911 sont semblables, voire identiques à ceux qu'il employait 20 ans plus tôt, en 1889, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, où la conscience, entre activité et passivité, et non pas seulement une conscience passive comme le soutenait Bachelard, eh bien, où la conscience se laissait bercer, voire hypnotiser, par la mélodie, mais aussi par le rythme. Donc là, il y a une critique de Bachelard qui finalement porte un peu à faux en ce qui concerne Bergson. Donc sans mobile visible, sans intervention de l'intelligence, mais avec une activité minimale de la conscience, eh bien, la mélodie nous offre une image, et non pas seulement une métaphore, une image du changement pur. L'espace disparaît au profit de la qualité,
ce n'est pas une multiplicité numérique dénombrable, mais une multiplicité interne dynamique qui caractérise la durée. Donc, je ne reviens pas sur la différence entre fait et se faisant, donc je pense qu'Antoine vous en parlera tout à l'heure, et sur le fait que la vie intérieure donc, est également une mélodie continue, comme le dit Bergson dans la perception du changement. En tout cas, il est certain que Bergson opère un renversement notable en privilégiant désormais, comme certains autres philosophes en son temps, la mélodie par rapport à l'harmonie. Donc le modèle qu'on trouve encore, le premier modèle qu'on trouve encore chez Schopenhauer, chez Wagner, chez Nietzsche également, chez le jeune Nietzsche en tout cas, de la naissance de la tragédie. C'est-à-dire la succession dans le temps par rapport à la simultanéité d'agrégats sonores verticaux qui se soumettent à l'analyse physique. Et là, je renvoie à la fois aux travaux de Rameau, enfin aux recherches de Rameau, de la théorie ramiste et de Helmholtz en particulier. Donc, il y a un changement véritablement fondamental, je pourrais dire un changement de paradigme, parce que je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas un changement essentiel dans la promotion de la mélodie face à l'harmonie. L'harmonie qui est de l'ordre de la représentation géométrique et spatiale. Bien. Mais quelle est la place de la gamme dans son rapport avec la mélodie? Est-ce qu'elle est proche de la mélodie en tant que, alors on a une expression qui relève déjà de la spatialisation et qui serait désavouée par Bergson, mais est-ce qu'il s'agit d'une phrase mélodique, d'une ligne musicale, d'une ligne mélodique, ou est-ce qu'elle relève de l'harmonie? Et là, Bergson ne consacre finalement que peu de pages à la gamme. En fait, même si on veut faire une analyse de la gamme d'un point de vue physique et métaphysique chez Bergson, on va se contenter simplement du premier chapitre et des 2 pages ou 3 pages du premier chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience, auquel renvoie la perception du changement de manière allusive. Donc finalement, on peut être assez sceptique, si je conclus, on va être en mentionnant cet essai, on peut être assez sceptique sur le choix même que je vous ai proposé de la gamme comme objet philosophique chez Bergson. Et pourtant, c'est un véritable problème que Bachelard a perçu et qui est un problème à la fois d'ordre technique et d'ordre philosophique. Si je renvoie au texte de Rameau, et en particulier à la génération harmonique et à la démonstration du principe de l'harmonie, donc de 1737 pour le premier et de 1750 pour le second, eh bien, la gamme est une forme de pré-mélodie qui marque le passage de la simultanéité des accords à la succession temporelle. Et donc, la gamme est l'état intermédiaire entre la mélodie et la verticalité, pour employer une image assez simple, la verticalité harmonique. Bien. Alors, Bergson affronte le problème de la gamme, pour sa part, comme je l'ai dit, dans le premier chapitre de son essai. Et ce qui frappe dans ce premier chapitre, c'est son interprétation originale et déjà, j'ai envie de dire, bergsonienne de cet objet entre l'harmonie et la mélodie. Alors, je rappelle, j'ai 2-3 minutes, je rappelle donc le contexte général de ce premier chapitre que vous connaissez sans doute, mais pour ensuite mieux aborder la question de la sensation sonore et de la gamme. Donc, on sait que dans le premier chapitre, Bergson étudie la question du rapport entre l'intensité des sensations et leur mesure. Et il s'agit pour lui de distinguer radicalement la qualité et la quantité, problème central des données immédiates de la conscience, avant d'aborder la question spécifique de la durée dans le deuxième chapitre. Alors, on a coutume de voir dans ce premier chapitre, qui a été rédigé après sa thèse, donc après coup, sa thèse qui a été soutenue en 1888 et le premier chapitre a été rajouté en 1889 pour la publication de l'essai, donc les pages sans doute les moins originales de Bergson et celles qui ont reçu le meilleur accueil de la part de ses directeurs de thèse et du public, donc peut-être celles qui ont le moins surpris. Et effectivement, Bergson répond à la psychophysique à propos donc du rapport entre intensité et grandeur mesurable, donc une question qui a été longuement étudiée par Fechner, par Wundt en Allemagne, par Delboeuf en France, et la sensation sonore, évidemment, faisait partie des travaux des psychophysiciens. Alors c'est que pour Bergson, la psychophysique repose sur une illusion, l'illusion selon laquelle la sensation est mesurable. En effet, pour Bergson, ni l'observation physique, ni le calcul mathématique ne peuvent rendre compte de la qualité des sentiments et des sensations, puisque l'intensité n'est pas une grandeur objectivable.
Or, l'erreur des psychologues de son temps et des psychophysiciens est de lier la qualité de l'effet à la quantité de la cause. Or, entre l'intensité d'un sentiment ou d'une sensation et l'objet qui en est la cause, il n'y a pas de relation directe selon Bergson, que l'on pourrait mesurer. Et donc c'est dans ce contexte général que prend place l'analyse de la sensation sonore, où Bergson étudie plus précisément la constitution de la gamme. Alors, d'après la thèse générale du premier chapitre, il va sans dire que Bergson s'éloigne vraiment considérablement des interprétations traditionnelles issues de la théorie physico-mathématique qui prédomine de Rameau jusqu'à Helmholtz. Et on a ici un des aspects de cette conversion à une nouvelle conception de la sensation sonore qui doit ouvrir, par ailleurs, à une nouvelle perception du temps, à l'intuition de la durée ou à l'intuition de la mélodie. Et Bergson répète dans les 3 pages qu'il consacre à la sensation sonore, « Oubliez ce que la physique vous a appris, faites abstraction des agrégats sonores étudiés par le physicien, négligez également l'habitude, le sens commun. » Donc il y a des injonctions très précises de Bergson à son lecteur pour qu'il puisse comprendre ce qu'est une sensation sonore pure, essentiellement qualitative, une question qu'on retrouvera encore jusqu'à durée et simultanéité 35 ans plus tard. Et pour réaliser cette opération, il faut donc dépouiller d'abord le son de tout ce qui gêne, je reprends le mot qu'on avait trouvé dans la lettre de 1934, donc de tout ce qui gêne cette sensation sonore pure. L'intensité d'un choc sonore qui, lorsqu'elle est trop élevée, absorbe totalement la conscience, la simultanéité des sons, ce que Bergson exprime dans les termes suivants, la concurrence que se font entre eux les sons simultanés, et enfin la connaissance des vibrations et de leur rapport. Et c'est à ce prix que l'on pourra obtenir la qualité du son entendu, c'est encore une expression de Bergson, indépendamment de la quantité. Mais il reste une question. Que faire de la notion de hauteur? Que faire de la notion d'intervalle? Une quantité, un espace que l'on va introduire dans la sensation sonore. Eh bien, pour Bergson, c'est d'abord le chant, ou plus précisément encore, le son vocal, qui est à l'origine de la quantité et de son introduction dans la sensation sonore. Donc je cite un passage de son analyse. « Vous savez aussi jusqu'à quel point vous auriez à enfler votre voix pour produire un son analogue, et l'idée de cet effort se présente instantanément à votre esprit quand vous érigez l'intensité du son en grandeur. » Donc là, on a un problème qui était abordé par Doriac, qui était déjà abordé par Platon, c'est le problème de la voix et de son rapport avec à la constitution de la gamme et des intervalles. Pour Bergson, puisqu'il y a effort vocal, eh bien, le corps s'immisce dans la sensation pure. Et le son, inétendu par essence, se spatialise et il prend la forme d'un effort que nous nous imaginons produire. Dans ces conditions, c'est la répétition qui est en jeu. Pour Bergson, entendre, c'est se parler à soi-même, et entendre la musique, c'est répéter intérieurement les sons perçus. Donc on voit que lorsque Bachelard mettait en avant la répétition, eh bien, il y a sans doute une allusion à cette thèse bien connue de la répétition comme enfermement mécanique, qui est vraiment au fondement également de la réflexion de Bergson. Mais donc qu'en est-il de la hauteur des sons maintenant? Eh bien, est-ce qu'il s'agit d'une métaphore ou d'une réalité physique? Il y a là encore, pour Bergson, la notion de hauteur, évidemment, introduit l'espace. Et donc Bergson se demande si les notes de la gamme s'échelonnent de façon quantitative, d'autant plus qu'elles possèdent chacune une fréquence mesurée par les instruments du physicien. Et donc, est-ce que plus aigu signifie plus élevé? Et on tombe encore sur la question du Phileb. Donc, autrement dit, l'acuité, la qualité d'une note, est-elle liée à la hauteur, une quantité numérique? Et pour résoudre ce problème, Bergson fait table rase de la physique et il en appelle à l'expérience, qui révèle que c'est par l'effort vocal et par le chant que s'établissent les intervalles. Le chant suppose donc la spatialisation de la musique, et c'est ce qui explique que la discontinuité, donc le terme est employé par Bergson, et le saut sont prépondérants dans la gamme. Donc je cite un autre extrait de son analyse. « Comme l'effort par lequel votre voix passe d'une note à la suivante est discontinu, vous vous représentez ces notes successives comme des points dans l'espace qu'on atteindrait l'un après l'autre par des sauts brusques, en franchissant chaque fois un intervalle vide qui les sépare. Et c'est pourquoi vous établissez des intervalles entre les notes de la gamme. » Et à cela s'ajoute
un autre fait relevé par Bergson, c'est, de manière très technique, l'opposition entre la voix de poitrine et la voix de tête, qui explique elle aussi qu'on associe spatialement aigu et son haut, grave et son bas. Et là encore, l'effort physique, le corps, entre en jeu. Et c'est lorsque la physique va confirmer par l'analyse d'un son et la mesure des vibrations cette expérience que définitivement la gamme va entrer dans le domaine de l'harmonie et de l'espace. Donc autrement dit, la gamme représente l'absence de liberté, elle est liée à la physique, c'est un objet de connaissance, un objet physique qui n'a rien à voir avec l'expérience de la mélodie, puisqu'elle est marquée par les sauts brusques, par le vide, par la discontinuité, par l'espace. Donc elle relève de la détermination, du déterminisme même mécanique, et c'est donc une forme non mélodique, c'est un présupposé de Bergson, puisqu'elle projette l'expérience musicale dans l'espace. Donc, dans ces conditions, là où les théoriciens de la musique et les physiciens avaient tendance à, disons, réunir harmonie, gamme et mélodie, et là, malheureusement, donc je renvoie encore une fois de plus, je m'excuse de me répéter, mais à Schopenhauer et Helmholtz en particulier, eh bien, Bergson va radicalement séparer gamme, harmonie d'un côté, sous-jacente, et mélodie de l'autre. Et c'est à partir de cette séparation qu'il va pouvoir procéder à l'utilisation de son image et non pas simplement de la métaphore. Donc là, il y a une distinction très claire chez Bergson entre image et métaphore, notamment dans le passé et le mouvant. Donc, la mélodie en tant qu'intuition de la durée et qui pourra finalement assimiler mélodie et durée dans la perception du changement. Et l'on voit par ailleurs que Bachelard, lui, en revient dans la technique de la durée, en revient ou reprend, à l'inverse de Bergson, pour le contester, l'union entre gamme, rythme, harmonie, polyphonie, structure, superposition rythmique et polyphonique que Bergson avait tenté de séparer en distinguant gamme et mélodie, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera mon mot de conclusion, eh bien, là où Bergson a voulu en finir avec la métaphysique traditionnelle dont l'origine se trouve en particulier chez Platon, eh bien, Bergson en revient à la philosophie platonicienne ou reprend à son tour la philosophie platonicienne par la mention donc, allusive de la dyade de l'aigu et du grave et donc ouvre par ailleurs d'autres nouvelles perspectives qu'il faudra encore étudier dans ce chapitre des métaphores de la durée. Voilà, je vous remercie de votre attention.